Qu'y avait-il avant le Big Bang? Était-ce réellement le rien absolu ou une forme d'existence que notre science peine encore à décrire? Les modèles cosmologiques établissent que l'univers observable s'est formé il y a environ 13,8 milliards d'années, à partir d'un état de densité et de température extrême. Mais les équations de la relativité générale, à cet instant initial, atteignent une singularité où nos lois physiques cessent donc d'être valides. Cette limite mathématique, révélée dès les travaux de Georges Lemaître et confirmée par les observations de l'expansion cosmique grâce à Hubble en 1929, pose une question redoutable. Que pouvait-il y avoir avant? Certains physiciens proposent que le temps lui-même a commencé avec le Big Bang, rendant la notion d'avant dénuée de sens. D'autres avancent l'idée d'un univers cyclique, où des phases d'expansion et de contraction se succèdent, effaçant la frontière absolue du commencement. Les observations du rayonnement fossile captées par le satellite COBE en 1992 puis affinées par WMAP et Planck confirment l'existence d'un univers en expansion issu d'un état initial, mais elles n'expliquent pas ce qui précède cet instant mesurable. Dans les théories quantiques de la gravité, le vide absolu n'existe pas. Même à des échelles proches de 10 puissance moins 43 secondes, appelées temps de Planck, des fluctuations quantiques pourraient donner naissance à l'espace et au temps. Le rien n'est donc peut-être pas un néant total, mais un état d'énergie minimale en perpétuelle agitation. Reste alors cette question. L'univers est-il apparu à partir de ce champ quantique instable, ou bien existait-il déjà un ordre antérieur que nous ne pouvons encore percevoir? Lorsque l'on évoque les origines de l'univers, la pensée se heurte immédiatement à une frontière invisible. Cette limite n'est pas seulement scientifique, elle est conceptuelle. Les traces que nous observons aujourd'hui à travers nos télescopes, qu'il s'agisse du fond diffus cosmologique ou de la répartition des galaxies, témoignent d'une histoire longue de 13,8 milliards d'années. Mais aucune de ces preuves ne permet de franchir le seuil du commencement. Les origines demeurent cachées, non pas parce que nous manquons d'outils, mais parce que la naissance de l'univers a effacé presque toute information sur ce qui l'a précédé. Ce paradoxe nous force à interroger la notion même de rien, et à comprendre comment ce concept a évolué au fil de la recherche. Pendant des siècles, le ciel nocturne fut interprété comme éternel et immuable. Les philosophes de l'Antiquité, de Parménide à Aristote, ne concevaient tant pas l'idée d'un commencement du cosmos. Pour eux, l'univers était infini dans le temps, sans origine ni fin, animé par des cycles naturels. Cette vision d'un cosmos éternel persista jusque dans l'astronomie moderne, car même Isaac Newton voyait l'espace comme un cadre vide, infini et absolu, au sein duquel les corps célestes évoluaient sans perturbation fondamentale. Dans cette conception, le rien était perçu comme un simple décor, un espace vide, dépourvu de matière, mais éternellement existant. Ce n'est qu'au XXe siècle que les premières fissures apparurent dans cette certitude. Les observations d'Edwin Hubble montrèrent que les galaxies s'éloignaient les unes des autres, signe que l'univers était en expansion. Cela signifiait que dans un passé lointain, tout devait être concentré en un état dense et chaud. Cette découverte bouleversa l'idée d'un univers éternel. Pour la première fois, les scientifiques devaient se confronter à la possibilité d'un commencement réel, un point initial. Mais ce point n'était pas un instant ordinaire. Il représentait une frontière où les lois connues perdaient tant leur pouvoir explicatif. Dès lors, une question nouvelle surgit. Si l'univers a eu un début, que pouvait-il y avoir avant? Était-ce le vide absolu ou un état différent de la réalité inconcevable pour nos esprits? Les cosmologistes, en étudiant le fond diffus cosmologique et la distribution des structures galactiques, comprirent vite que les premières fractions de seconde restaient hors de portée. Tout ce que nous voyons aujourd'hui est comme une photographie prise après les premiers instants, une scène déjà en cours. L'instant précis où tout a surgi demeure inaccessible, mais l'absence de preuves directes n'a jamais empêché la recherche. Au contraire, c'est cette obscurité qui stimule l'imagination scientifique. L'idée du rien fut réexaminée. Ce rien ne pouvait plus être compris comme un néant total. Même l'espace vide dans les expériences modernes n'est pas parfaitement vide. Il est traversé de champs invisibles, d'énergie résiduelle, de particules fugitives qui apparaissent et disparaissent. Cette découverte transforma profondément la notion de vide. Le rien devint un champ actif, une sorte de réservoir permanent d'énergie latente. Ainsi, les origines cachées de l'univers pourrait se trouver dans ce vide instable. Certains chercheurs imaginent que l'univers actuel n'est pas sorti du néant,
mais d'une fluctuation spontanée d'un état antérieur. Cette hypothèse suggère que ce que nous appelons rien est en réalité un océan invisible d'où des univers peuvent émerger. Une telle idée paraît vertigineuse, mais elle est alimentée par des observations indirectes. La densité de l'univers, la répartition du rayonnement fossile et même l'équilibre délicat qui permet aux galaxies de se former. Tout cela semble indiquer que notre réalité n'est pas issue d'un néant absolu, mais d'un état déjà porteur de potentialité. Pourtant, ces hypothèses soulèvent une difficulté majeure. Si le vide est toujours actif, pourquoi n'assistons-nous pas en permanence à la création de nouveaux univers dans notre champ d'observation ? La réponse pourrait être que de tels phénomènes échappent à nos instruments ou qu'ils se produisent dans des dimensions inaccessibles. Les origines cachées resteraient donc invisibles, non pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce qu'elles ne peuvent être détectées par les moyens que nous possédons aujourd'hui. Cette idée ouvre une perspective intrigante. Et si ce que nous appelons l'univers n'était qu'une région particulière d'un ensemble bien plus vaste? Dans ce cas, notre Big Bang ne serait qu'un événement local, le déclenchement d'une expansion dans une portion spécifique d'une réalité plus étendue. Les origines cachées ne se trouveraient pas dans un néant absolu, mais dans une structure plus grande, qui transcende notre univers observable. Cette hypothèse, encore spéculative, transforme complètement la question initiale. Au lieu de demander « qu'y avait-il avant le Big Bang ?», nous pourrions nous demander dans quoi notre Big Bang s'est-il produit. La difficulté réside dans le fait que tout ce qui précède le rayonnement fossile reste inaccessible à l'observation directe. Les instruments comme le satellite Planck nous ont donné une image précise de l'univers 380 000 ans après le Big Bang, mais pas avant. Les premières secondes, celles où tout se joua la naissance même de l'espace et du temps, demeurent une zone d'ombre. C'est ce voile qui constitue les véritables origines cachées. Les chercheurs doivent alors se tourner vers des modèles théoriques, des extrapolations et des indices indirects. Il faut comprendre que les origines cachées ne se réduisent pas à une curiosité intellectuelle. Elles touchent à la question fondamentale de savoir si notre univers est unique ou s'il existe une infinité d'univers parallèles. Elles influencent aussi notre compréhension du temps. Si le temps lui-même a commencé avec le Big Bang, alors parler d'un avant n'a aucun sens. Mais si le temps existait déjà dans un autre cadre, alors notre univers n'est qu'une étape dans une histoire infiniment plus vaste. Cette distinction est essentielle car elle change notre rapport à la notion de commencement et à celle de fin. En explorant ces origines cachées, nous entrons dans une zone où science et philosophie se rejoignent. La science cherche des preuves, la philosophie cherche du sens. Les deux approches se complètent, car là où les observations manquent d'un teint, il faut construire des cadres de réflexion. Certains physiciens parlent d'un état pré-universel, d'autres préfèrent rester prudents et affirmer que nos concepts de temps et d'espace ne s'appliquent tout simplement pas à ce qui précède le Big Bang. Quoi qu'il en soit, le mystère demeure entier. Ainsi, les origines cachées ne désignent pas seulement un passé inaccessible, mais aussi une frontière de la pensée humaine. À mesure que nous affinons nos instruments et nos modèles, nous repoussons cette frontière, mais elle recule toujours plus loin. L'univers semble conserver une part de secret, comme si son commencement était destiné à rester voilé. Cette situation n'est pas un échec scientifique, mais une invitation à aller plus loin. Les origines cachées rappellent que la science n'est pas seulement un savoir accumulé, mais un chemin sans fin vers des horizons toujours nouveaux. Reste alors une question qui revient inlassablement. Si le rien n'existe pas vraiment, si même le vide cache des structures invisibles, que signifie alors ce début absolu que nous appelons Big Bang ? Peut-être n'était-ce pas un commencement, mais une transition. Peut-être que notre univers n'est pas né du néant, mais d'une transformation d'un état antérieur encore inconnu. Mais cette hypothèse soulève immédiatement une autre interrogation, tout aussi vertigineuse. Quel était cet état et pourquoi a-t-il donné naissance à notre réalité ? Lorsque les scientifiques ont commencé à explorer les traces les plus anciennes de l'univers, ils ne s'attendaient pas à tomber sur des empreintes aussi marquantes. Pourtant, en cherchant à comprendre comment l'espace s'est déployé depuis son commencement, ils ont détecté des signaux faibles, presque noyés dans le bruit du cosmos, mais porteurs d'informations cruciales. Ces signaux ne sont pas des messages au sens habituel du terme, ce sont des vestiges lumineux et énergétiques qui voyagent dans le feu depuis des milliards d'années. Ils constituent dans le témoignage direct le plus ancien de l'histoire de l'univers, et chacun d'entre eux permet d'approcher un peu plus la frontière du commencement.
Le plus important de ces indices est le rayonnement fossile, une lumière extrêmement ancienne théorique. Ce rayonnement fossile, également appelé fond diffus cosmologique, est en réalité une photographie du passé. Il date d'environ 380 000 ans après le Big Bang, lorsque l'univers, en se refroidissant, devint transparent à la lumière. Avant ce moment, la matière et la radiation formaient un brouillard impénétrable. Dès que les premiers atomes se formèrent, la lumière put se propager librement et continua sa course jusqu'à nous. Ce signal est donc le plus ancien que nous puissions observer directement. Pourtant, il ne révèle pas le commencement lui-même, mais seulement ce qui se passe après. Les premiers signaux nous parlent d'un univers déjà en expansion, déjà structuré, mais ils ne disent rien de ce qui a déclenché ce processus. Pour sonder plus profondément encore, les chercheurs se tournent vers des indices plus subtils. Certaines inhomogénéités dans ce rayonnement fossile trahissent pour la présence de fluctuations minuscules, des différences de densité qui ont ensuite permis la formation des galaxies. Ces variations sont essentielles car elles constituent la graine de toute structure cosmique. Elles semblent indiquer que l'univers primitif n'était pas parfaitement uniforme, mais parcouru de légères irrégularités. La grande question est alors de savoir d'où venaient ces fluctuations initiales. Étaient-elles inscrites dans les lois fondamentales de la nature ou résultaient-elles d'un état antérieur au Big Bang? Les premiers signaux ne se limitent pas au rayonnement lumineux. D'autres formes d'empreintes sont recherchées, comme les ondes gravitationnelles primordiales. Ces vibrations de l'espace-temps, produites dans les premiers instants, auraient pu laisser une marque perceptible sur le rayonnement fossile lui-même. Plusieurs équipes ont tenté de les détecter, notamment à travers des expériences comme BICEP2, installées au pôle Sud. L'annonce de leur découverte en 2014 fit grand bruit, mais elle fut ensuite tempérée, car l'effet observé pouvait aussi être expliqué par des poussières galactiques. Cet épisode illustre bien la difficulté de la tâche. Les premiers signaux sont si ténus, si fragiles, qu'ils se confondent facilement avec des phénomènes plus récents. Cette quête des premiers signaux dépasse la simple curiosité. Elle touche à la compréhension même de ce que signifiait le rien avant le Big Bang. Car si l'univers porte encore des traces d'événements antérieurs, alors le néant absolu n'a jamais existé. Chaque signal détecté remet en question la frontière que nous plaçons entre le commencement et ce qui aurait pu exister avant. Si l'on découvrait un jour une empreinte datant de moins d'une seconde après le Big Bang, elle offrirait peut-être un aperçu direct de ce mystérieux état initial, un état qui ne ressemble ni à la matière, ni à l'espace tels que nous les connaissons. Mais même sans ces preuves directes, les premiers signaux déjà observés nous obligent à réviser notre conception de l'univers. Ils montrent que l'espace n'est pas figé, qu'il garde la mémoire de ses débuts dans des radiations presque imperceptibles. Cette mémoire est partout autour de nous, dans le ciel nocturne, invisible à nos yeux mais détectable par des instruments sensibles. Chaque mesure, chaque amélioration technique nous rapproche un peu plus de l'instant zéro, même si cet instant reste voilé. En analysant ces signaux, les scientifiques s'efforcent aussi de tester leurs hypothèses sur les premiers instants. Certains modèles proposent une phase d'expansion extrêmement rapide, appelée inflation, qui aurait eu lieu juste après le Big Bang. Cette hypothèse expliquerait l'homogénéité générale du rayonnement fossile et la distribution des galaxies. Si des indices précis de cette inflation apparaissaient dans les premiers signaux, cela confirmerait une partie essentielle de notre compréhension. Mais à ce jour, la preuve définitive n'a pas encore été trouvée. L'étude des premiers signaux révèle également une tension constante entre certitude et incertitude. Chaque découverte semble à la fois confirmer une partie du modèle cosmologique et ouvrir de nouvelles questions. Pourquoi les fluctuations initiales avaient-elles cette intensité précise? Pourquoi l'univers est-il si proche d'être plat, c'est-à-dire équilibré de manière à ne pas s'effondrer ni se dilater trop vite? Ces observations suggèrent un réglage très fin, que certains qualifient d'étonnant, tandis que d'autres y voient une conséquence naturelle de processus encore inconnus. Ce qui frappe dans cette recherche, c'est la patience et la précision nécessaires. Les signaux les plus faibles demanderont des instruments sensibles au point de détecter des variations de température de l'ordre de millionièmes de degré. Les satellites COBE, WMAP et Planck ont successivement affiné ces mesures, dressant une carte de plus en plus détaillée de l'univers primordial. Grâce à ces cartes, nous savons que les premiers signaux ne sont pas uniformes, qu'ils dessinent une sorte de relief invisible qui guidera ensuite la formation des galaxies.
Mais au lieu de clore le débat, ces résultats relancent la question des origines. Car si nous voyons l'univers déjà organisé, qu'est-ce qui a provoqué cette organisation au départ? Il est possible que les premiers signaux soient tout ce que nous puissions jamais obtenir, une frontière infranchissable pour l'observation. Pourtant, même cette limite a une valeur scientifique. Elle nous indique où se situe l'horizon de notre compréhension. Elle rappelle que le rien n'est pas un concept figé, mais une zone de questionnement. Si les signaux les plus anciens que nous pouvons capter montrent déjà un univers structuré, alors ce que nous appelons néant pourrait être simplement l'absence d'accès à une réalité encore plus ancienne. En fin de compte, les premiers signaux ne se résument pas à des radiations détectées par nos instruments. Ils incarnent un dialogue entre l'univers et notre intelligence. Ce sont des traces, laissées pour être découvertes, des fragments de mémoire cosmique. Leur interprétation ne dépend pas seulement de la technologie, mais aussi de notre capacité à poser les bonnes questions. Et ces questions nous ramènent inévitablement au mystère central. Si l'univers nous envoie encore ces échos de son enfance, que nous dirait en narrant les échos d'un temps antérieur, si nous pouvions un jour les entendre? À mesure que la science a progressé, il est devenu clair que pour comprendre l'histoire profonde de l'univers, il ne suffisait pas de capter des signaux isolés. Il fallait dresser des cartes, des représentations globales du ciel, capables de révéler des motifs que l'œil humain ne perçoit pas. Cette démarche a transformé l'astronomie en une discipline qui ne se contente plus d'observer des objets brillants, mais qui cherche à analyser la répartition des structures à une échelle gigantesque. Ces cartes ont apporté des révélations déroutantes. Elles montrent que l'univers n'est pas uniformément dispersé, mais qu'il possède des arrangements étranges, comme si l'espace avait été sculpté par une force invisible. La cartographie cosmique commença avec l'étude systématique des galaxies. En enregistrant leur position, les astronomes découvrirent qu'elles n'étaient pas distribuées de manière aléatoire. Au contraire, elles se regroupaient en amas, reliés entre eux par d'immenses filaments, laissant de vastes régions quasiment vides, appelées vides cosmiques. Ces structures, observées sur des centaines de millions d'années-lumière, donnèrent naissance à ce que l'on appelle la toile cosmique. Vue dans son ensemble, cette toile ressemble à un réseau complexe, une architecture qui défie l'idée simple d'un univers homogène. Ce fut l'une des premières surprises issues de la cartographie. L'univers possède une organisation à grande échelle, un ordre qui demande une explication. Cette découverte souleva immédiatement de nouvelles interrogations. Pourquoi la matière se regroupe-t-elle ainsi, formant des filaments immenses, séparés par des cavités? Quelle est la force à l'origine de ces motifs? On sait que la gravité joue un rôle majeur, mais l'agencement précis des structures suggère que quelque chose d'autre est intervenu dans les premiers instants. Peut-être que les fluctuations observées dans le rayonnement fossile ont été amplifiées pour donner naissance à cette toile géante. Mais ce lien entre les signaux de l'univers jeune et les structures actuelles n'est pas encore totalement élucidé. La cartographie étrange ne concerne pas seulement la matière visible. Les astronomes ont aussi cherché à tracer la présence de ce qui ne se voit pas, la matière noire. Grâce à des méthodes indirectes, comme l'effet de lentilles gravitationnelles, où la lumière essaie déviée par des masses invisibles, ils ont pu dresser des cartes de cette substance mystérieuse. Les résultats furent encore plus déconcertants. La matière noire semble suivre la même logique que la toile cosmique, mais elle forme un squelette encore plus vaste, une charpente invisible sur laquelle la matière ordinaire s'est ensuite déposée. Ce squelette suggère que les structures actuelles sont guidées par une réalité qui échappe à nos sens, mais qui impose une organisation précise. La cartographie étrange s'est enrichie au fil des décennies, grâce à des relevés toujours plus vastes. Des projets comme le Sloan Digital Sky Survey ont permis de cataloguer des millions de galaxies, révélant des motifs encore plus surprenants. Dans certaines zones, on observe des structures colossales, comme des murs de galaxies s'étendant sur des centaines de millions d'années-lumière. Ces dimensions sont tellement gigantesques qu'elles défient les modèles traditionnels de formation. Comment de tels ensembles ont-ils pu se constituer en un temps relativement court à l'échelle cosmique? Cette question demeure un point de tension dans notre compréhension. Ce qui frappe dans ces cartes, c'est le contraste entre régularité et étrangeté. À grande échelle, l'univers semble respecter un certain ordre, comme si les lois fondamentales avaient imposé une trame commune. Mais dans le détail, on observe des anomalies, des regroupements inattendus, des régions qui ne s'expliquent pas encore d'un processus physique encore mal compris, peut-être lié aux conditions initiales de l'expansion.
Les vides ne sont pas seulement des absences, ils sont des indices, des empreintes laissées par un passé que nous cherchons encore à déchiffrer. La cartographie étrange n'est pas qu'un outil scientifique, elle est aussi une expérience intellectuelle. Lorsqu'on observe les cartes de la toile cosmique, on a le sentiment que l'univers possède une géométrie presque organique. Des filaments s'étendent, se ramifient, se croisent, formant un réseau qui rappelle certains motifs biologiques. Bien sûr, cette ressemblance est purement visuelle, mais elle souligne à quel point l'univers peut sembler organisé selon des logiques profondes. Cette organisation appelle une explication, car elle pourrait être la clé pour comprendre ce qui s'est produit avant que l'univers devienne transparent à la lumière. Les astronomes tentent également de comparer ces cartes avec des simulations numériques. En créant des modèles où l'univers évolue à partir d'un état initial hypothétique, ils peuvent voir si les structures générées ressemblent à celles que nous observons. Ces tests sont essentiels car ils permettent de confronter théorie et observation. Or, les résultats montrent que certaines caractéristiques de la toile cosmique sont difficiles à reproduire. Cela suggère que nos hypothèses initiales sur les premiers instants ne sont pas encore totalement correctes. La cartographie devient alors un outil critique, capable de révéler les limites de nos modèles. Il est important de souligner que ces cartes ne sont pas statiques. Elles évoluent avec chaque nouvelle campagne d'observation, chaque perfectionnement technologique. Les télescopes actuels, capables de sonder plus loin et plus précisément, élargissent continuellement notre vision. Ce processus dynamique signifie que la cartographie cosmique est toujours en construction, et à chaque étape, elle révèle des motifs plus étranges, des configurations qui interpellent notre compréhension. Ces résultats amènent une réflexion plus large. Si l'univers possède une architecture aussi particulière, cela pourrait indiquer qu'il existe des conditions initiales très spécifiques. Autrement dit, le Big Bang n'aurait pas produit un chaos aléatoire, mais un état déjà structuré d'une certaine manière. Cette idée modifie notre conception du commencement. Elle suggère que l'univers n'est pas seulement né d'une explosion chaotique, mais qu'il a peut-être hérité d'un ordre préexistant, inscrit dans les conditions mêmes de son émergence. Les cartes de l'univers sont donc des témoignages silencieux. Elles ne parlent pas directement de ce qu'il y avait avant, mais elles emportent des traces implicites. En étudiant leurs motifs, nous pouvons espérer remonter au-delà de la lumière observable. Chaque filament, chaque vide pourrait être un indice, un vestige d'un état primordial. L'étrangeté de cette cartographie est précisément ce qui la rend précieuse. Elle montre que l'univers garde en lui une mémoire de son passé caché. Cette mémoire soulève toutefois un dilemme. Si nous découvrons que l'univers est organisé selon une trame précise, alors il faut expliquer pourquoi cette trame existe. Si au contraire nous interprétons ces cartes comme des résultats du hasard, nous devons expliquer comment le hasard a pu générer une organisation si vaste et si cohérente. Dans les deux cas, nous sommes confrontés à une limite conceptuelle. Soit nous admettons une forme d'ordre primordial, soit nous cherchons une explication statistique encore plus subtile. Ainsi, la cartographie étrange ne se réduit pas à un outil technique. Elle incarne le questionnement même sur les origines. Elle montre que l'univers n'est pas une simple expansion désordonnée, mais une réalité façonnée par des motifs profonds. Ces motifs, en dépit de leur étrangeté, dessinent une histoire que nous commençons à peine à comprendre. Et plus nous les étudions, plus une question s'impose avec force. D'où vient cette organisation et qu'est-ce qu'elle nous révèle sur ce qui a précédé le Big Bang ? En poursuivant l'étude de la cartographie de l'univers, une évidence s'impose. Les galaxies, les amas et les filaments ne sont pas simplement dispersés au hasard. Ils dessinent des structures colossales, parfois si vastes qu'elles défient l'imagination. Ces structures cosmiques forment un échafaudage qui dépasse tout ce que nous pouvons observer directement dans le ciel nocturne. En analysant leur organisation, les chercheurs découvrent que l'univers possède une architecture complexe qui semble conserver l'empreinte des conditions initiales. C'est à travers elle que l'on commence à percevoir un ordre caché, une géométrie qui interroge non seulement la science, mais aussi la notion de commencement elle-même. Les amas de galaxies constituent la première étape de cette compréhension. Un amas n'est pas une simple juxtaposition d'astres. Il s'agit d'une véritable cité cosmique où des centaines, parfois des milliers de galaxies gravitent ensemble dans une dynamique collective. Ces amas sont reliés à d'autres par d'immenses filaments, comme des routes invisibles qui transportent non seulement des galaxies, mais aussi d'énormes quantités de gaz et de matière invisibles. Ensemble, ces éléments forment des superamas,
des entités gigantesques qui s'étendent sur des centaines de millions d'années-lumière. En étudiant leur forme et leur distribution, les astronomes constatent que ces structures ne sont pas arbitraires. Elles suivent un motif qui se répète à travers l'univers, comme si une règle invisible gouvernait leur formation. L'exemple le plus frappant est celui de la superstructure appelée le Grand Mur, un alignement gigantesque de galaxies s'étendant sur une longueur si considérable qu'il semble remettre en cause certains principes établis. De telles structures posent de problèmes au modèle cosmologique classique, car elles semblent s'être formées plus rapidement que prévu. Comment des ensembles aussi immenses ont-ils pu apparaître dans un laps de temps relativement court à l'échelle cosmique? Cette question reste ouverte et alimente l'idée que l'univers a peut-être hérité d'une organisation inscrite dès ses premiers instants. Ces structures ne se limitent pas à la matière visible. Lorsqu'on observe la répartition de la matière noire grâce aux effets de l'antique gravitationnelle, on découvre qu'elle forme une charpente encore plus vaste. La matière visible se colle à ce squelette invisible, comme si elle suivait un plan préétabli. L'existence de cette armature donne une nouvelle dimension à l'étude des structures cosmiques. Elle suggère que l'univers n'est pas seulement façonné par les forces connues, mais aussi par une réalité qui échappe à nos sens. Cette idée remet en question notre définition du vide. Même dans les espaces apparemment vides de galaxies, il existe une présence, une trame qui organise l'ensemble. À travers les structures cosmiques, on découvre également que l'univers possède une hiérarchie. Des étoiles forment des galaxies forment des amas, et ces amas s'intègrent dans des superamas. Cette hiérarchie n'a pas de véritable limite observable. À chaque échelle, on retrouve une logique d'organisation. Cette régularité pousse certains chercheurs à envisager que notre univers n'est pas simplement le fruit d'un événement aléatoire, mais qu'il obéit à des principes plus profonds, peut-être liés à un ordre encore invisible. Cette continuité dans l'organisation pose une question vertigineuse. Si tout est structuré à grande échelle, qu'est-ce qui a déclenché cette structuration dès le départ? Les structures cosmiques sont aussi des archives. Leur disposition actuelle conserve la mémoire des conditions initiales. En les étudiant, on peut remonter dans le temps et tenter de comprendre comment les premières fluctuations se sont amplifiées. Chaque filament, chaque vide porte une information sur l'histoire de l'univers. Mais cette mémoire est difficile à interpréter. C'est un langage complexe que nous commençons à peine à déchiffrer. Les anomalies observées dans certaines régions, comme des zones plus denses ou plus vides que prévu, pourraient en être des indices plus précieux d'événements qui ont eu lieu avant que l'univers devienne observable. Il faut également considérer le rôle du gaz intergalactique, qui constitue une part essentielle de cette structure. Invisible à l'œil nu, ce gaz remplit les espaces entre les galaxies et influence leur évolution. Il agit comme une colle subtile qui relie les différentes parties de la toile cosmique. Sa présence confirme que, même dans les zones où l'on croit voir du vide, il existe une matière diffuse qui participe à l'organisation générale. Ce constat renforce l'idée que le rien est une notion trompeuse. Même les régions apparemment vides contribuent à la structure globale. L'étude des structures cosmiques a aussi une portée pratique. En analysant la vitesse de déplacement des galaxies et leur répartition, on peut tester différents scénarios sur l'histoire de l'univers. Ces tests montrent que certains modèles théoriques peinent à expliquer la cohérence observée. Il est possible que les structures cosmiques soient à la clé pour résoudre ce dilemme. Elles pourraient révéler que l'univers n'est pas simplement né d'une expansion chaotique, mais qu'il a été guidé par des conditions initiales particulières, inscrites dans sa naissance même. Les structures d'ordre cosmique ne cessent à en détonner par leur immensité. Elles dépassent largement l'échelle de tout ce que nous pouvons imaginer à partir de notre expérience humaine. Lorsque nous parlons de centaines de millions d'années-lumière, il devient difficile de se représenter une telle grandeur. Pourtant, c'est à cette échelle que se joue la véritable organisation du cosmos. Ce contraste entre notre petite échelle et l'immensité de l'univers met en évidence une question fondamentale. Si ces structures sont si vastes et si ordonnées, n'indiquent-elles pas l'existence d'un cadre encore plus large, d'un ordre qui précède même le Big Bang ? Il est frappant de constater que malgré leur taille colossale, ces structures respectent. Si notre univers n'est qu'une partie d'un ensemble plus vaste, alors ces structures pourraient en être le signe d'une organisation qui dépasse notre horizon observable. Dans ce cas, le Big Bang ne serait pas un commencement absolu, mais l'un des épisodes d'une histoire plus ancienne et plus complexe. En fin de compte,
Les structures cosmiques ne sont pas seulement des objets d'étude astronomiques. Elles sont des témoins silencieux qui nous rappellent que l'univers conserve en lui la trace d'un ordre originel. Cet ordre, bien que voilé, se manifeste dans la disposition des galaxies, des amas et des vides. Leur étude nous pousse à repenser la notion de commencement et à envisager que le rien d'avant le Big Bang n'était peut-être pas un néant, mais un état d'organisation caché, prêt à donner naissance à la réalité que nous connaissons. Et c'est précisément là que surgit une interrogation encore plus profonde. Si un ordre était déjà inscrit dans l'univers au moment de son émergence, d'où venait-il et quelle réalité plus ancienne pouvait l'avoir façonné? Lorsque les astronomes commencèrent à examiner la dynamique des galaxies et des amas, ils découvrirent un problème majeur qui allait bouleverser notre conception du cosmos. Les vitesses de rotation observées dans les galaxies ne correspondaient pas aux calculs réalisés à partir de la matière visible. En d'autres termes, les étoiles tournaient en trop vite pour que leur cohésion soit assurée uniquement par la masse des étoiles et du gaz observé. Si la gravité ne suffisait pas à maintenir ces systèmes ensemble, ils auraient trop dû se disloquer depuis longtemps. Pourtant, les galaxies existent, stables et cohérentes. Ce constat mena à une hypothèse audacieuse. Une grande partie de la masse de l'univers devait être invisible. Cette matière invisible reçut le nom de matière noire. Elle ne rayonne pas, ne reflète pas la lumière et ne peut être détectée directement par nos instruments optiques. Sa présence ne se devine que par son influence gravitationnelle. L'idée de matière noire, bien qu'étrange, est devenue une nécessité pour comprendre la stabilité des structures cosmiques. Les indices se sont multipliés au fil des décennies, renforçant la conviction qu'une large part de l'univers nous échappe encore. Les amas de galaxies fournissent une preuve supplémentaire. En les observant, on remarque que les galaxies qu'ils contiennent se déplacent trop rapidement pour être retenues seulement par la matière visible. De plus, la lumière des galaxies, située derrière ces amas, est courbée, comme déviée par une lentille géante. Cet effet de lentille gravitationnelle ne peut s'expliquer que si une grande quantité de masse invisible amplifie la gravité. Ainsi, la matière noire façonne la structure même de l'univers, bien que nous ne puissions ni la voir ni la toucher. La cartographie de cette matière invisible révèle qu'elle forme une trame gigantesque, un réseau dans lequel la matière ordinaire s'installe comme si elle suivait un plan préétabli. Ce squelette invisible semble être la véritable charpente de l'univers. Les galaxies et les étoiles ne représentent qu'une fine couche visible accrochée à une armature plus profonde. Cette découverte a radicalement transformé notre vision du cosmos. Le visible n'était qu'une fraction minime de la réalité, comme la surface d'un océan qui cache sa masse immense sous les vagues. Les indices de la matière noire nous amènent à réfléchir sur ce que signifiait le rien avant le Big Bang. Car si une telle composante invisible existe aujourd'hui, elle pourrait bien avoir joué un rôle crucial dès les premiers instants de l'univers. Peut-être que la matière noire constituait déjà une toile sur laquelle la matière ordinaire est venue se déposer. Dans ce cas, notre univers aurait hérité d'une organisation invisible dès le départ, une organisation qui précède même la lumière et les structures visibles. Un aspect fascinant de cette matière noire est qu'elle semble interagir uniquement par la gravité. Cela signifie qu'elle traverse la matière ordinaire sans presque aucun effet, comme si elle appartenait à un monde parallèle. Cette propriété renforce l'impression que nous vivons dans un univers incomplet, où une grande partie de la réalité échappe à notre perception directe. Ce constat ébranle la notion classique de vide. Si une substance invisible et omniprésente remplit l'espace, le vide absolu n'existe pas. Ce que nous appelons « rien » pourrait être en réalité saturé d'une présence discrète mais essentielle. Les expériences menées sur Terre pour détecter la matière noire illustrent la difficulté de ce défi. Des détecteurs sensibles enfouis sous terre tentent de percevoir les rares interactions possibles entre ces particules invisibles et la matière ordinaire. Jusqu'à présent, aucun signal définitif n'a confirmé leur nature, mais l'espoir persiste. Chaque absence de résultat est aussi une indication, car elle permet de restreindre le champ des hypothèses. Plus nous comprenons ce que la matière noire n'est pas, plus nous avançons vers ce qu'elle pourrait être. La présence de la matière noire est également essentielle pour expliquer la formation des structures cosmiques. Sans elle, les galaxies ne se seraient probablement pas formées. Sa gravité supplémentaire a permis aux nuages de gaz de se condenser et de donner naissance aux premières étoiles. Ainsi, la matière noire n'est pas un simple ajout théorique. Elle est un acteur fondamental de l'histoire cosmique.
Sans elle, l'univers tel que nous le connaissons n'existerait pas. Cette évidence rend son mystère encore plus troublant. En étudiant la matière noire, nous sommes confrontés à une énigme. Comment un élément aussi omniprésent peut-il rester indétectable par nos sens et nos instruments traditionnels? Cette question ouvre la voie à des spéculations plus larges. Peut-être que la matière noire est liée à des dimensions cachées ou qu'elle constitue un pont vers une réalité plus vaste que notre univers observable. Si tel est ça le cas, alors elle pourrait contenir des indices sur ce qu'il y avait avant le Big Bang. Car si une trame invisible soutient l'univers actuel, peut-être que cette trame existait déjà avant l'apparition de la matière et de la lumière. Certains chercheurs vont plus loin et suggèrent que la matière noire pourrait être la mémoire d'un univers antérieur. Dans cette perspective, ce que nous appelons Big Bang ne serait pas une création ex nihilo, mais une transformation. La matière noire serait alors un vestige, une empreinte d'un état passé ayant survécu à une transition cosmique. Cette idée reste spéculative, mais elle illustre bien comment les indices de matière noire alimentent la réflexion sur l'avant-univers. Ces indices révèlent aussi la modestie de notre place dans le cosmos. Pendant longtemps, nous avons cru que l'univers était composé essentiellement de ce que nous voyons, étoiles, planètes, galaxies. Aujourd'hui, nous savons que cette vision est trompeuse. La matière visible ne représente qu'une fraction minoritaire. La plus grande partie nous échappe encore. Cette prise de conscience est un renversement intellectuel comparable à la révolution copernicienne. Tout comme la Terre n'était pas le centre de l'univers, la matière visible n'est pas la substance principale de la réalité. Ainsi, les indices de matière noire nous mènent à reconsidérer le sens du vide. Ce vide n'est pas absence, mais présence silencieuse. Il est rempli d'une substance que nous ne comprenons pas encore, mais qui dicte l'évolution de l'univers. Cette constatation remet en cause la notion de néant absolu. Si l'espace est saturé d'une réalité invisible, alors peut-être que le néant n'existe tout simplement pas. Avant le Big Bang, il pourrait avoir existé un état où cette substance constituait déjà le socle de la réalité. En fin de compte, les indices de matière noire ne sont pas seulement des données astronomiques. Ils sont une invitation à explorer au-delà de ce que nous voyons. Ils nous rappellent que la réalité est plus vaste que notre perception. En révélant une présence invisible mais fondamentale, ils ouvrent une porte vers la compréhension des origines. Mais cette porte mène à une autre question encore plus vertigineuse. Si la matière noire n'est pas le vide, alors qu'est-elle vraiment? Et peut-elle nous indiquer ce qui se trouvait avant la naissance de l'univers visible? À mesure que les observations se multiplient et que les données s'affinent, les fondations même de nos modèles cosmologiques se trouvent mises à l'épreuve. L'histoire de l'astronomie et de la physique moderne montre que chaque avancée, chaque découverte majeure a toujours eu pour conséquence non seulement d'éclairer des zones d'ombre, mais aussi d'exposer de nouvelles contradictions. Les grandes théories qui semblaient en paix solides se fragilisent dès lors qu'elles sont confrontées à la complexité du cosmos. Ce processus n'est pas un signe d'échec de la science, mais au contraire la preuve qu'elle avance. C'est dans les fissures des théories existantes que naissent les révolutions intellectuelles. Depuis le début du XXe siècle, la cosmologie repose principalement sur deux piliers, la relativité générale et le modèle du Big Bang. La relativité générale, élaborée pour expliquer la gravitation et la structure de l'espace-temps, a permis de prédire l'expansion de l'univers. Le modèle du Big Bang, quant à lui, s'est imposé grâce à la découverte du rayonnement fossile et à l'observation de l'expansion cosmique. Ces deux cadres théoriques ont donné une cohérence remarquable à nos connaissances. Pourtant, à mesure que l'on explore les détails, des incohérences apparaissent. L'une des premières fragilités se manifeste dans la compréhension de la matière noire et de l'énergie noire. Ces concepts, qui représentent ensemble plus de 90% du contenu de l'univers, ne sont pas expliqués par les théories existantes. Ils apparaissent comme des ajustements nécessaires pour que les modèles tiennent face aux observations, mais leur nature reste totalement inconnue. Autrement dit, nous comprenons l'univers visible en s'appuyant sur des composantes invisibles que nous ne savons heurtent à des questions qui dépassent leur domaine de validité. Les tensions apparaissent aussi dans la précision croissante des mesures cosmologiques. Par exemple, la vitesse d'expansion actuelle de l'univers, appelée taux d'expansion, donne des résultats différents selon la méthode utilisée. Les mesures basées sur le rayonnement fossile ne coïncident pas avec celles issues de l'observation des supernovae. Cette discordance, appelée parfois crise de la cosmologie, montre que quelque chose échappe à nos modèles.
Soit une erreur se cache dans les observations, soit nos théories doivent être révisées. Dans les deux cas, la certitude d'un modèle complet s'effrite. L'étude des structures cosmiques ajoute une autre source d'instabilité. Les cartes de la toile cosmique révèlent des motifs et des dimensions difficiles à expliquer dans le cadre des scénarios standards. Certaines structures observées semblent trop vastes pour s'être formées dans le temps imparti par le modèle du Big Bang. Cela suggère que des mécanismes supplémentaires, non encore compris, ont participé à leur formation. Ces anomalies fragilisent l'idée d'un récit linéaire et suffisant. Elles indiquent que quelque chose nous échappe dans la compréhension des premières étapes. Un autre domaine où les théories se fissurent concerne la notion de vide. Pendant longtemps, le vide fut considéré comme une simple absence. Aujourd'hui, nous savons qu'il est traversé de fluctuations et d'énergie en résiduel. Cette prise de conscience bouleverse la distinction entre quelque chose et rien. Si le vide n'est jamais totalement vide, alors la notion de néant absolu disparaît. Nos théories doivent intégrer cette réalité, mais elles peinent encore à le faire. Cette difficulté rend la question de l'avant-Big Bang encore plus complexe. Comment définir un état antérieur si le rien lui-même n'existe pas? Les modèles théoriques ne sont pas seulement fragilisés par des contradictions internes, mais aussi par l'imagination nécessaire pour combler leurs lacunes. Des hypothèses comme l'inflation, les multivers ou les dimensions supplémentaires sont proposées pour résoudre des problèmes précis. Ces idées ouvrent des horizons fascinants, mais elles reposent souvent sur des bases spéculatives difficiles à tester expérimentalement. La science se trouve alors dans une position délicate. Pour avancer, elle doit proposer des cadres audacieux, mais en s'éloignant trop des preuves directes, elle risque de se fragiliser davantage. Il est important de comprendre que cette fragilisation n'est pas synonyme d'erreur. Les grandes théories ne s'effondrent pas du jour au lendemain. Elles restent valables dans leur domaine, mais elles révèlent leurs limites lorsqu'elles sont confrontées à des questions plus profondes. C'est ainsi que la physique progresse, en reconnaissant que chaque modèle est partiel et que de nouvelles théories viendront compléter ou dépasser les précédentes. La fragilité des théories actuelles n'est donc pas une faiblesse définitive, mais une étape vers une compréhension plus vaste. Cette situation reflète également la condition humaine face au cosmos. Nous avons bâti des cadres conceptuels impressionnants, capables de prédire des phénomènes à des échelles gigantesques. Pourtant, nous restons confrontés à l'inconnu dès que nous touchons à l'origine ultime. Cette tension entre savoir et ignorance est au cœur de la recherche scientifique. Elle nous rappelle que chaque théorie est provisoire, qu'elle doit toujours être prête à évoluer face aux nouvelles données. En explorant les fragilités de nos modèles, nous découvrons aussi la richesse de la science. Car c'est précisément dans ces zones d'incertitude que naissent les questions les plus fécondes. Si les théories actuelles ne suffisent pas à expliquer la matière noire, l'énergie noire ou l'avant-Big Bang, alors il nous faut inventer de nouveaux cadres. Ces inventions ne sont pas des fuites en avant, mais des tentatives nécessaires pour élargir le champ de la compréhension. Chaque hypothèse, même spéculative, est une marche supplémentaire vers une vision plus complète. Les théories fragilisées par les découvertes récentes ne doivent donc pas être vues comme un obstacle, mais comme une ouverture. Elles montrent que notre univers est plus complexe que ce que nous pensions, et qu'il résiste encore à nos tentatives de le réduire à quelques équations. Cette résistance est le signe d'une profondeur qui dépasse nos outils actuels. Elle invite à la patience, à l'humilité, mais aussi à l'audace. Ainsi, la fragilisation des théories ne marque pas la fin d'un récit, mais le début d'un nouveau. Chaque contradiction est une clé qui ouvre une porte vers une compréhension inédite. L'univers nous oblige à réviser nos certitudes, à abandonner des concepts trop simples, à inventer des explications plus vastes. Dans ce processus, la question du rien avant le Big Bang reste centrale, car si nos théories actuelles sont fragiles face à cette interrogation, c'est peut-être le signe que nous devons concevoir un cadre entièrement nouveau, capable de penser un commencement sans néant, une origine inscrite dans une réalité qui dépasse notre imagination actuelle. Reste alors une interrogation pressante. Si les théories qui guidaient jusqu'ici notre compréhension se fissurent, vers quel horizon de pensée devons-nous désormais nous tourner? Et quelle nouvelle vision de l'univers pourrait émerger de ces fragilités mises en lumière? Dans l'immensité du ciel, au-delà des galaxies visibles et des lueurs fossiles de l'univers primordial, les chercheurs ont capté des signaux d'un autre genre,
des pulsations brèves, intenses et parfois répétitives, surgissant des profondeurs de l'espace. Ces signaux découverts grâce aux radiotélescopes ne ressemblent pas aux émissions classiques des étoiles ou des galaxies. Ils apparaissent comme des échos mystérieux, porteurs d'informations sur des phénomènes encore mal compris. Les échoradios constituent aujourd'hui l'un des terrains d'étude les plus fascinants et les plus énigmatiques de l'astrophysique contemporaine. Tout commença avec la détection de pulsars dans les années 60. Ces étoiles mortes, réduites à des noyaux extrêmement denses, émettent des ondes radio avec une régularité parfaite. Les chercheurs furent d'abord déconcertés par la précision de ces pulsations. Certains allèrent jusqu'à imaginer qu'il pouvait s'agir de signaux artificiels avant de comprendre qu'il s'agissait d'astres naturels. Ces pulsars devinrent au round des balises de cosmiques, témoignant de la puissance extrême des phénomènes stellaires, mais rapidement d'autres signaux apparurent, différents, plus courts, plus intenses et surtout plus difficiles à expliquer. Ces signaux sont connus aujourd'hui sous le nom de sursauts, radio rapides. Leur particularité réside dans leur brièveté, une fraction de seconde seulement, mais contenant autant d'énergie qu'une étoile émet en plusieurs jours. Leur origine reste mystérieuse. Certains proviennent de régions lointaines, situées à des milliards d'années-lumière, ce qui signifie que nous recevons leur écho alors que l'univers était bien plus jeune. Ces sursauts interrogent la nature de l'espace et du temps, car ils semblent pointer vers des processus que nous ne comprenons pas encore. Les sursauts radio rapides ne sont pas isolés. Quelques-uns se répètent, comme s'ils suivaient une logique interne. Cette répétition alimente des hypothèses diverses. Certains y voient le signe de phénomènes astrophysiques exotiques, tels que des étoiles à neutrons particulièrement instables. D'autres envisagent Montmaraz des processus encore plus extrêmes, peut-être liés à l'effondrement de structures invisibles ou à des interactions entre différentes couches de l'univers. Dans tous les cas, ces échos radios forment un langage que nous n'avons pas encore appris à traduire. L'importance de ces signaux va au-delà de leur étrangeté. Ils constituent des outils précieux pour sonder le cosmos. En traversant l'espace, les ondes radio sont déformées par le milieu intergalactique. Leur analyse permet donc de cartographier la matière diffuse qui remplit les espaces entre les galaxies. Les sursauts radio rapides deviennent ainsi des sondes naturelles, capables de révéler la composition de régions autrement invisibles. Grâce à eux, nous découvrons que l'univers est loin d'être vide, même dans ses zones les plus obscures. Cette découverte résonne directement avec la question du rien, car ces échos montrent que même le silence apparent de l'espace recèle des informations. Ce que nous pensions être un vide total se révèle traversé de signaux furtifs, porteurs de mémoire cosmique. Le néant se dérobe encore. Là où nous attendions l'absence, nous trouvons des traces. Ces échos radios suggèrent que l'univers conserve en permanence des indices de ses processus les plus secrets, indices qu'en plus que nous pouvons capter si nous savons où écouter. Certains chercheurs poussent la spéculation plus loin. Si des signaux aussi étranges proviennent d'aussi loin, ne pourrait-il pas être la manifestation de phénomènes qui précèdent notre univers observable ? Certains modèles envisagent que des événements survenus avant le Big Bang aient pu laisser des traces dans la trame même de l'espace-temps, traces qui se traduiraient aujourd'hui par des signaux radio inhabituels. Ce scénario reste hypothétique, mais il illustre la manière dont chaque anomalie devient une possible fenêtre vers l'avant-univers. Les échos radio rappellent aussi la fragilité de nos certitudes. À chaque fois que la science découvre un signal nouveau, elle doit s'interroger sur ses limites. Ce fut le cas avec les pulsars, puis avec les sursauts radio rapides. Dans chaque cas, l'étonnement initial céda la place à de nouvelles théories. Mais ces théories elles-mêmes laissent des questions ouvertes. Pourquoi certains sursauts se répètent-ils, tandis que d'autres ne se produisent en qu'une fois ? Pourquoi une telle diversité d'intensité et de durée ? Ces incertitudes montrent que nous n'avons pas encore percé le code complet de ces phénomènes. La recherche de ces signaux mobilise aujourd'hui des réseaux entiers de radiotélescopes répartis à travers le monde. En combinant leurs observations, nous ne faisons qu'effleurer la complexité de la réalité. Chaque signal reçu est comme une énigme posée par le cosmos, une invitation à poursuivre l'exploration. Et chaque énigme relance la question fondamentale. Qu'est-ce que le vide, si même dans son silence nous découvrons des messages d'une intensité inouïe ? En étudiant ces signaux, nous apprenons également à affiner notre écoute. Le cosmos devient une immense archive sonore où chaque fréquence contient une partie de l'histoire. Les échos radios ne sont pas seulement des curiosités astrophysiques, mais des témoins de la profondeur du réel. Ils montrent que l'univers parle, non pas avec des mots, mais avec des pulsations, des rythmes et des intensités.
Leur étude demande non seulement des instruments sensibles, mais aussi une ouverture d'esprit pour imaginer des scénarios au-delà de nos cadres habituels. Ces signaux étranges résonnent comme des rappels. Ils indiquent que l'univers n'est pas figé, qu'il est traversé de phénomènes dynamiques qui dépassent notre compréhension immédiate. Ils suggèrent aussi que la frontière entre l'univers visible et ce qui pourrait exister au-delà est plus poreuse que nous le pensions. Si les échos radio sont capables de traverser des milliards d'années-lumière, alors peut-être que d'autres types de traces, encore inconnues, nous parviennent aussi, mais que nous ne savons pas encore reconnaître. Ainsi, les échos radio ne sont pas seulement des phénomènes intrigants. Ils représentent une promesse, celle que l'univers conserve des clés de son histoire dans des formes inattendues. À travers eux, nous comprenons que même le silence apparent est porteur de sens. L'étude de ces signaux nous oblige à reconsidérer notre conception du vide, à accepter que l'absence n'est jamais totale. Il reste toujours un murmure, un souffle, un écho. Reste alors une question fondamentale. Si l'espace résonne de ces échos mystérieux, que nous disent-ils vraiment de nos origines, et pourraient-ils contenir, dissimulés dans leur rythme, une trace de ce qui a précédé le Big Bang ? Dans l'exploration de l'univers, un acteur colossal revient sans cesse, comme une présence centrale capable de façonner l'histoire des galaxies. Le trou noir supermassif. Ces entités nichées au cœur de presque toutes les galaxies connues exercent une influence démesurée par rapport à leur taille apparente. Elles ne se contentent pas d'engloutir la matière qui s'approche, elles régulent, structurent et parfois même alimentent le développement des systèmes cosmiques qui les entourent. C'est pourquoi on les appelle souvent les moteurs galactiques, car leur rôle dépasse largement celui de simples objets astrophysiques. Ils déterminent en profondeur l'évolution de l'univers visible. La découverte du rôle des trous noirs supermassifs est relativement récente. Pendant longtemps, ces objets furent considérés comme des curiosités théoriques, conséquences extrêmes des équations de la gravitation. Leur existence semblait improbable tant leur description paraissait radicale. Mais les observations ont montré qu'ils étaient très bien réels et surtout omniprésents. Au cœur de la Voie lactée, par exemple, se cache un trou noir supermassif dont la masse équivaut à plusieurs millions de soleils. Des mesures précises de la trajectoire des étoiles proches ont permis de confirmer sa présence invisible. Et notre galaxie n'est pas une exception. Chaque grande structure galactique semble avoir le sien. Leur influence se manifeste d'abord par l'énergie qu'ils libèrent. Lorsqu'une étoile, un nuage de gaz ou même une petite galaxie s'approche trop près, la matière est capturée et s'accumule dans un disque incandescent avant d'être englouti. Ce disque, chauffé à des températures extrêmes, émet des rayonnements puissants observables à des distances colossales. Certaines galaxies, appelées galaxies actives, brillent ainsi avec une intensité dépassant celle de toutes leurs étoiles réunies. Ces phénomènes, liés aux trous noirs centraux, transforment ces entités en véritables phares cosmiques. Mais l'influence des moteurs galactiques ne s'arrête pas là. Ils jouent un rôle de régulation. En expulsant des jets de matière et d'énergie à des vitesses proches de celles de la lumière, ils peuvent freiner la formation d'étoiles dans leur galaxie haute. Cette régulation empêche la matière de s'effondrer trop vite et de produire un excès d'étoiles instables. Autrement dit, les trous noirs supermassifs façonnent l'équilibre interne des galaxies, comme des chefs d'orchestre invisibles qui maintiennent la cohérence de l'ensemble. Cette fonction régulatrice a des conséquences profondes sur notre compréhension des origines, car si les galaxies sont structurées par l'action de ces moteurs centraux, cela signifie que leur présence est déterminante dès les premiers âges de l'univers. En retraçant l'histoire des galaxies lointaines, les astronomes constatent que les trous noirs supermassifs existaient déjà très tôt, à une époque où l'univers n'avait qu'une fraction de son âge actuel. Comment ont-ils pu se former si rapidement et atteindre des masses aussi gigantesques ? Cette question reste l'une des plus grandes énigmes de la cosmologie. Certains indices suggèrent que ces moteurs galactiques ont pu précéder la formation complète des galaxies elles-mêmes. Au lieu d'être une conséquence de l'évolution des étoiles, ils auraient pu jouer un rôle déclencheur, attirant la matière environnante et favorisant l'émergence des premières structures. Si cette hypothèse est juste, alors le trou noir n'est pas seulement un produit de l'univers, il est l'un de ses bâtisseurs. Cette inversion de perspective modifie profondément notre conception de la hiérarchie cosmique. Les moteurs galactiques soulèvent également des questions sur la nature de l'espace et du temps. Leurs propriétés extrêmes rappellent constamment que nos théories sont fragiles face à de telles réalités. Les horizons de ces objets marquent une frontière où la notion classique de réalité cesse de fonctionner.
Les chercheurs se demandent alors si ces zones d'ombre pourraient en être reliées à des processus plus anciens, peut-être même à des états qui précèdent le Big Bang. Certains modèles spéculent que les trous noirs pourraient maintenant servir de passerelle vers d'autres univers ou stocker des informations sur des réalités antérieures. Et même si ces idées en restent hypothétiques, elles montrent combien ces moteurs fascinent par leur potentiel explicatif. En étudiant leurs effets à grande échelle, les scientifiques découvrent aussi que ces entités participent à la formation de la toile cosmique. Les jets d'énergie qu'ils projettent dans l'espace intergalactique influencent la distribution du gaz et la naissance de nouvelles structures. De cette manière, ils ne façonnent pas seulement leur galaxie hôte, mais contribuent à l'architecture globale de l'univers. Leur rôle dépasse donc largement leur sphère immédiate. Ils sont des acteurs centraux dans le drame cosmique. Ces observations invitent à reconsidérer le sens du vide. Si le rien était censé précéder l'univers, comment expliquer que des entités aussi puissantes aient pu exister si tôt et influencer si profondément la réalité ? Peut-être que ce que nous appelons vide était déjà chargé de potentialités, prêtes à s'effondrer et à s'organiser autour de ces noyaux énergétiques. Dans cette vision, les moteurs galactiques sont les héritiers d'un état plus ancien, une forme de continuité entre un avant insaisissable et le cosmos structuré que nous observons aujourd'hui. Leur existence nous rappelle également que l'univers n'est pas un simple chaos d'astres dispersés, mais un ensemble organisé par des centres de gravité extrêmes. Les galaxies ne sont pas indépendantes, elles sont tenues ensemble, dirigées et parfois remodelées prêtre par ces moteurs invisibles. Cette cohérence suggère une logique profonde inscrite dans la nature même de la réalité. Une logique qui peut-être plonge ses racines dans ce qui précéda le Big Bang. Enfin, les moteurs galactiques représentent une énigme philosophique autant que scientifique. Leur capacité à concentrer une masse immense en un point invisible incarne une limite de notre compréhension. Ils témoignent de ce que nous savons observer, mais pas encore expliquer. Et si ces objets en sont au cœur de la dynamique cosmique, alors comprendre leur origine revient à toucher de près la question de la naissance de l'univers. Car s'ils se sont formés si tôt, ne pourraient-ils pas être les premiers témoins d'un état antérieur, gardant en eux une mémoire enfouie du passé ultime ? Ainsi, les moteurs galactiques ne sont pas de simples curiosités astrophysiques. Ils sont les architectes invisibles du cosmos, les régulateurs de son équilibre et peut-être les messagers d'un avant que nous ne connaissons pas encore. Leur étude nous confronte à la limite de nos savoirs et nous pousse à imaginer un univers où le rien n'a jamais existé, mais où des forces colossales attendiront déjà de sculpter la matière et la lumière. Reste cette interrogation essentielle. Si ces moteurs gouvernent les galaxies depuis les premiers temps, ne sont-ils pas aussi les gardiens d'un secret plus ancien, celui d'un univers dont l'histoire aurait commencé bien avant le Big Bang tel que nous le concevons? En observant l'univers à travers les plus puissants télescopes et détecteurs, les chercheurs ont découvert que le cosmos n'est pas seulement un théâtre d'étoiles tranquilles et de galaxies en rotation. C'est aussi un domaine où se produisent des événements d'une intensité inimaginable, libérant des quantités d'énergie qui dépassent maintenant toute comparaison avec ce que nous connaissons sur Terre. Ces phénomènes, que l'on peut qualifier d'énergie extrême, constituent non seulement des spectacles fascinants, mais aussi des laboratoires naturels permettant de sonder les lois profondes de la réalité. Leur existence interroge directement nos conceptions de l'avant-Big Bang, car elles semblent indiquer que l'univers recèle des forces capables de transformer le vide lui-même en un champ actif. Parmi les événements les plus spectaculaires, on trouve les sursauts gamma. Ces éclats, parfois détectés depuis des galaxies lointaines, libèrent en de l'espace est colossal. Ces ondes, appelées ondes gravitationnelles, se propagent à travers le tissu cosmique et atteignent nos instruments après des milliards d'années de voyage. Leur détection récente a confirmé que l'univers résonne de ces chocs titanesques. Ces fusions ne sont pas seulement des collisions, elles représentent des redistributions profondes d'énergie, capables d'influencer l'architecture galactique et de transmettre des informations sur les conditions initiales de l'espace. Les énergies extrêmes ne se limitent pas aux événements ponctuels. Dans les galaxies actives, au voisinage des trous noirs supermassifs, on observe des jets de matière projetés à des vitesses vertigineuses. Ces jets, qui s'étendent parfois sur des millions d'années-lumière, témoignent d'une mécanique encore mal comprise. Comment une concentration de matière en un point peut-elle produire des éjections si ordonnées et si puissantes ?
La régularité de ces phénomènes suggère que des lois profondes gouvernent ces explosions d'énergie. Ces lois pourraient en bien avoir été à l'œuvre dès les premiers instants de l'univers. Un autre indice provient des rayons cosmiques, des particules qui bombardent la Terre depuis l'espace interstellaire et intergalactique. Certains atteignent des énergies qui défient l'explication. Leur existence montre que le cosmos peut accélérer la matière à des vitesses et des intensités que nous sommes incapables de reproduire dans nos laboratoires. Ces particules, portant en elles la mémoire de phénomènes extrêmes, sont comme des messagers de l'univers profond. Elles rappellent que le cosmos, même dans son apparente tranquillité, recèle des forces d'une violence inouïe. Ces énergies extrêmes remettent en cause notre vision du vide. Car pour produire de tels phénomènes, il faut un champ sous-jacent, une structure prête à libérer une puissance insoupçonnée. Si de telles forces existent aujourd'hui, il est légitime de se demander quel rôle elles ont joué avant et pendant le Big Bang. Peut-être que l'univers a surgi précisément d'une instabilité semblable, d'une libération d'énergie latente contenue dans ce que nous appelons rien. Dans cette perspective, le Big Bang n'aurait pas été une création ex nihilo, mais une transition énergétique d'une intensité comparable à ces événements que nous observons encore aujourd'hui. Les énergies extrêmes posant aussi la question de l'équilibre cosmique. Si l'univers peut libérer de telles puissances, pourquoi n'est-il pas totalement chaotique ? Pourquoi existe-t-il encore des structures stables, des étoiles durables, des planètes habitables ? Cette coexistence entre violence extrême et stabilité durable suggère que des régulations profondes sont à l'œuvre. L'univers n'est pas un champ de destruction aléatoire. Il est aussi capable de produire de l'ordre à partir du désordre. Cet équilibre subtil pourrait être un indice que des lois plus fondamentales gouvernent le cosmos, des lois qui remontent à avant son commencement observable. Les observations des énergies extrêmes révèlent aussi un paradoxe. Plus nous détectons ces phénomènes, plus ils nous montrent les limites de nos modèles. Chaque sursaut gamma, chaque onde gravitationnelle, chaque rayon cosmique à haute énergie nous rappelle que nous n'avons pas encore compris la totalité des lois de la nature. Ces événements sont comme des fissures dans le mur de nos certitudes, des ouvertures qui laissent entrevoir un univers encore plus complexe. Leur étude est donc cruciale car elle nous oblige à affiner nos théories et à envisager des horizons plus vastes. Ces phénomènes nous ramènent aussi à la notion de mémoire cosmique. Les énergies extrêmes voyagent à travers l'espace et le temps, portant en elles l'écho de leur origine. Lorsqu'elles atteignent nos instruments, elles nous racontent une histoire vieille de milliards d'années. Elles sont des archives vivantes, inscrites non pas sur du papier ou dans des données numériques, mais dans la matière et l'énergie elle-même. Leur interprétation est un art difficile, mais chaque progrès dans ce domaine nous rapproche un peu plus de l'instant où l'univers a libéré sa première énergie. Si nous acceptons l'idée que le Big Bang fut une libération d'énergie extrême, alors l'étude de ces phénomènes actuels devient une manière indirecte d'approcher cet instant. Ils ne sont pas seulement des curiosités astrophysiques, mais des reflets atténués de l'explosion initiale. Ils constituent des modèles réduits, des exemples à travers lesquels nous pouvons tenter de comprendre ce qui s'est joué dans les premiers instants. Et si ces énergies extrêmes existent aujourd'hui, elles témoignent que l'univers conserve toujours la capacité de produire des instabilités comparables à son origine. Reste la question la plus troublante. Si de telles énergies sont possibles dans l'univers actuel, que dire de celles qui ont pu exister avant ou pendant le Big Bang ? Était-ce une intensité encore plus grande, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ? Et si oui, ne serait-ce pas la preuve que le rien d'avant n'était en réalité qu'un réservoir d'énergie prêt à s'ouvrir ? Ainsi, les énergies extrêmes ne sont pas seulement des phénomènes impressionnants, elles sont des clés, des rappels que l'univers est traversé de forces colossales qui dépassent nos cadres habituels. Leur étude révèle que la frontière entre l'ordre et le chaos est beaucoup plus fine que nous le pensions. Et à travers elle, nous pressentons que l'histoire du cosmos, loin d'être une simple succession d'événements, est inscrite dans une logique énergétique plus vaste, une logique qui pourrait bien nous conduire à repenser le commencement lui-même. Alors la véritable question demeure. Si le vide peut libérer de telles puissances, le Big Bang n'était-il pas simplement l'expression la plus extrême d'une énergie latente, une manifestation d'un ordre caché qui préexistait à ce que nous appelons encore naïvement le néant ? Lorsque l'on remonte le fil du temps à travers les observations, les cartes de galaxies et les signaux fossiles, on atteint un moment où l'univers apparaît dans un état totalement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui.
Ce stade, que l'on appelle l'univers primordial, n'est pas seulement un instant ancien. Il représente une condition radicalement étrangère à notre expérience. Les lois de la physique que nous utilisons pour décrire le monde actuel y demeurent partiellement valables, mais elles atteignent leurs limites dès que l'on tente de décrire les tout premiers instants. Ce domaine reste voilé, et c'est précisément cette opacité qui nourrit les débats sur la véritable nature de ce qui a précédé. L'univers primordial est sommet d'abord caractérisé par son extrême densité. La matière, la lumière, l'espace et le temps y étaient intimement mêlés dans une configuration qui ne ressemble à rien de connu aujourd'hui. Loin d'être structuré en étoiles ou en galaxies, le cosmos n'était qu'un mélange uniforme, une soupe incandescente où aucune structure stable ne pouvait exister. Dans cette phase, l'univers évoluait si rapidement que chaque fraction de seconde correspondait à des changements considérables. Ce contraste avec la relative stabilité actuelle souligne à quel point le commencement fut marqué par une dynamique fulgurante. C'est dans ce brouillard incandescent que se sont joués les premiers processus qui allaient façonner l'avenir du cosmos. Les particules élémentaires, libérées dans ce chaos, commencèrent à interagir, à se combiner, à former les premiers noyaux. Mais il fallut attendre un refroidissement progressif pour que les atomes apparaissent et que la lumière se libère, donnant naissance au rayonnement fossile que nous observons encore aujourd'hui. Cette transition marque une frontière décisive entre l'inobservable et l'observable. Avant cette libération de lumière, l'univers primordial restait opaque, comme une mer dense où la lumière ne pouvait pas voyager librement. Ce qui intrigue particulièrement dans l'étude de l'univers primordial, ce sont les fluctuations minuscules qui se sont produites à ce moment. Ces variations de densité, à peine perceptibles, ont constitué les germes de toutes les structures ultérieures. Sans elles, il n'y aurait ni galaxies, ni étoiles, ni planètes. Leur origine demeure mystérieuse. Sont-elles le fruit d'un hasard statistique ou résultent-elles d'un état plus ancien, inscrit dans le tissu même de la réalité avant que l'univers ne devienne transparent? Cette question relie directement l'univers primordial à la notion de ce qui a pu exister avant. Les modèles contemporains proposent qu'au tout début, l'univers ait traversé une phase d'expansion extrêmement rapide, appelée phase inflationnaire. Cette idée explique pourquoi l'univers semble si homogène à grande échelle et pourquoi les fluctuations observées ont une amplitude particulière. Mais cette hypothèse, bien que séduisante, soulève d'autres questions. Qu'est-ce qui a déclenché cette expansion fulgurante ? Était-ce une propriété du vide lui-même, révélant que le rien contient en réalité une énergie latente colossale ? Ou bien faut-il imaginer un état plus ancien dont nous n'apercevons que les conséquences indirectes ? L'univers primordial est aussi l'arène où les premières lois de la nature ont pris forme. Les constantes que nous utilisons pour décrire la gravité, la lumière ou la matière semblent avoir émergé dans ces instants précoces. Leur stabilité apparente aujourd'hui contraste avec la violence du commencement. Cela soulève une interrogation troublante. Pourquoi ces lois possèdent-elles ces valeurs précises et non d'autres ? Est-ce le résultat d'un hasard ou bien la trace d'un ordre antérieur inscrit dans le réel avant l'apparition du cosmos observable ? En étudiant ce domaine, les chercheurs ne cherchent pas seulement à expliquer le passé. Ils tentent aussi de comprendre pourquoi notre univers actuel est tel qu'il est. L'univers primordial agit comme une graine. Tout ce que nous observons aujourd'hui, des galaxies aux planètes, trouve son origine dans ce moment initial. Mais si cette graine était différente, même de façon infime, le résultat aurait été un univers radicalement autre. Ce constat alimente l'idée que le commencement n'était pas un néant déjà après l'événement le plus crucial, le moment où le temps et l'espace eux-mêmes sont apparus. C'est ce voile entre l'inobservable et l'observable qui alimente tant de spéculations. Si nous pouvions sonder l'univers primordial plus profondément encore, peut-être découvririons-nous que ce que nous appelons Big Bang n'était pas une création absolue, mais une transition entre deux états. Le cosmos que nous connaissons ne serait alors qu'une phase dans une histoire plus vaste, inscrite dans un cadre qui échappe encore à nos instruments. Ce qui rend l'étude de l'univers primordial si fascinante, c'est son caractère double, à la fois accessible et inaccessible. Accessible parce que nous pouvons observer ses traces indirectes et reconstituer une partie de son histoire. Inaccessible parce que nous ne pouvons pas franchir la barrière des premiers instants. Cette dualité nourrit l'imagination scientifique et ouvre la voie à des hypothèses audacieuses. Peut-être que l'univers primordial est lui-même le vestige d'un état antérieur, et que les fluctuations qui ont semé les germes des galaxies portent en elles la mémoire d'un avant,
insaisissable. En fin de compte, l'univers primordial n'est pas seulement une étape dans l'histoire du cosmos, il est la clé qui relie notre présent à l'origine ultime. Son étude nous rappelle que le vide n'existe jamais vraiment, que même dans ce qui semble le chaos le plus total, il y a déjà des germes d'organisation. Ce constat remet en cause l'idée d'un néant absolu. Car si le commencement est déjà rempli de potentialités, alors le rien n'a peut-être jamais existé. Et cette idée mène à une question encore plus vertigineuse. Si l'univers primordial contenait déjà en lui les germes de toutes les structures à venir, que révélait-il réellement de ce qui a précédé, et n'était-il pas lui-même la conséquence d'un ordre encore plus ancien que nous ne pouvons qu'entrevoir? À mesure que l'on s'approche des tout premiers instants de l'univers, les modèles classiques cessent de fonctionner. Les lois que nous utilisons pour décrire la gravitation, l'espace ou le temps montrent leurs limites lorsqu'elles se confrontent à l'échelle la plus extrême, celle où le cosmos n'avait pas encore pris la forme que nous lui connaissons. Cette frontière, que l'on appelle souvent le domaine quantique de la cosmologie, constitue l'un des défis majeurs de la pensée moderne. Ici, les concepts traditionnels perdent leur clarté et l'on découvre que ce que nous appelons réalité repose sur une trame bien plus étrange que ce que l'intuition humaine imagine. Les limites quantiques se manifestent d'abord dans la nature du vide. Contrairement à l'idée intuitive d'un néant total, le vide à ces échelles n'est jamais vraiment vide. Il est parcouru de fluctuations incessantes où des particules apparaissent et disparaissent en un temps infinitésimal. Ce bouillonnement permanent défie notre conception du rien et suggère que même l'absence apparente est en réalité une forme d'activité. En extrapolant ce phénomène à l'origine de l'univers, certains chercheurs imaginent que le Big Bang pourrait avoir surgi d'une fluctuation de ce genre, une instabilité du vide, qui aurait donné naissance à l'espace et au temps. Ces fluctuations quantiques ne sont pas seulement des curiosités théoriques. Elles laissent des empreintes observables dans la structure actuelle du cosmos. Les variations minuscules détectées dans le rayonnement fossile, qui ont servi de germe à la formation des galaxies, pourrait bien être l'écho direct de ces phénomènes primordiaux. Autrement dit, l'univers que nous voyons aujourd'hui, avec ses étoiles et ses planètes, pourrait être le produit d'irrégularités microscopiques amplifiées à des échelles colossales. Ce constat illustre le paradoxe des limites quantiques. Le très petit façonne le très grand et l'univers entier porte en lui la marque de son agitation initiale. Mais ce domaine reste difficile à explorer car il se situe au-delà des possibilités actuelles de nos instruments. Nous ne pouvons pas observer directement ce qui se passe à ces échelles extrêmes. Nous devons nous contenter d'extrapolations et de modèles qui tentent de concilier la physique des particules avec la gravitation. Cette quête, souvent qualifiée de recherche d'une théorie unifiée, représente l'un des grands rêves de la science contemporaine. Car tant que nous ne comprendrons pas comment les lois quantiques et la gravité interagissent aux tout premiers instants, nous resterons incapables de répondre pleinement à la question de l'avant-Big Bang. Les limites quantiques interrogent aussi notre conception du temps. Dans le cadre classique, le temps est une dimension qui s'écoule, permettant d'ordonner les événements. Mais dans le domaine quantique, cette notion devient floue. Certains modèles suggèrent que le temps lui-même pourrait émerger d'un processus plus fondamental, comme une propriété émergente plutôt qu'une donnée première. Si cela est en vrai, alors parler d'un avant, le Big Bang, n'a pas de sens, car le temps tel que nous le concevons n'existait pas encore. Cette idée bouleverse notre langage et nos repères, mais elle offre aussi une clé pour comprendre pourquoi le néant absolu est une illusion. Les limites quantiques nous obligent aussi à repenser la notion d'espace. À ces échelles, l'espace pourrait ne pas être continu, mais granulaire, composé d'unités discrètes que nous ne percevons pas à notre échelle. Si tel est le cas, alors l'univers n'est pas un continuum infini, mais une mosaïque dont les pièces élémentaires échappent encore à notre observation. Cette conception remet en cause l'image classique d'un espace vide et lisse. Elle suggère que le rien n'est jamais qu'une apparence, car même à son niveau le plus fondamental, il recèle une structure. En explorant les limites quantiques, les scientifiques découvrent aussi des paradoxes. Par exemple, les phénomènes de superposition et d'intrication montrent que des particules peuvent exister dans plusieurs états en même temps, ou que des objets séparés par de grandes distances peuvent rester corrélés instantanément. Ces comportements défient notre intuition et rappellent que la réalité n'est pas réductible à nos expériences quotidiennes. Si de tels phénomènes sont possibles au niveau microscopique, que dire alors des conditions initiales de l'univers où ces lois régnantes s'en partagent?
Peut-être que l'origine du cosmos est inscrite dans un état quantique global que nous commençons seulement à entrevoir. Les limites quantiques ne se réduisent donc pas à un problème technique. Elles révèlent une frontière philosophique. Elles montrent que notre langage et nos concepts sont insuffisants pour décrire ce qui s'est produit avant l'univers observable. Pourtant, cette fragilité ouvre des perspectives inédites. Elle invite à considérer que l'univers n'est pas né d'un néant, mais d'un état quantique qui contenait déjà en lui toutes les potentialités. Dans cette vision, le rien n'est pas une absence, mais une matrice fertile. Ce qui rend ce domaine particulièrement fascinant, c'est qu'il connecte des échelles que tout semble opposer. Le comportement des particules élémentaires, imperceptibles à nos sens, aurait déterminé la structure globale du cosmos. Ainsi, l'univers entier peut être vu comme une amplification des lois quantiques, une expansion d'un état microscopique vers une réalité macroscopique. Si nous pouvions comprendre pleinement ces limites, nous pourrions peut-être accéder à une vision de l'univers où le Big Bang n'est pas une rupture, mais une transformation naturelle d'un état quantique antérieur. L'exploration de ces frontières reste cependant inachevée. Nos instruments actuels ne peuvent sonder directement ces échelles, et nos théories demeurent partielles. Mais chaque indice recueilli, chaque anomalie observée dans le rayonnement fossile ou dans la structure cosmique nourrit l'idée que l'univers garde encore la trace de son état quantique originel. C'est comme si la réalité portait en elle une mémoire invisible, inscrite non pas dans les étoiles, mais dans la trame même de l'espace et du temps. En fin de compte, les limites quantiques ne sont pas seulement des obstacles, elles sont des invitations. Elles nous poussent à élargir notre vision de la réalité, à inventer de nouveaux concepts et à accepter que ce que nous appelons rien n'existe pas. Le vide, loin d'être une absence, est un champ d'activité, une source permanente de possibles. Cette idée renverse notre conception intuitive et nous rapproche de la réponse à la question la plus vertigineuse. Qu'y avait-il avant le Big Bang ? Et peut-être que la véritable réponse se trouve précisément là, dans ces limites où nos théories s'effritent, dans ce domaine où l'espace, le temps et la matière ne sont plus séparés, mais fusionnent dans un état que nous commençons seulement à deviner. Reste alors cette question cruciale. Si l'univers est né d'un tel état quantique, que révèle-t-il vraiment sur la nature du réel et jusqu'où cette logique invisible s'étend-elle au-delà de notre cosmos observable ? Lorsqu'on contemple l'univers avec nos sens, on le perçoit dans 3 dimensions d'espace et une dimension de temps. C'est dans ce cadre que nous évoluons, que nous pensons et que nous formulons nos lois physiques. Mais depuis des décennies, les chercheurs soupçonnent que cette vision pourrait être incomplète. L'univers ne se limiterait peut-être pas à ce que nous voyons. Il existerait des dimensions supplémentaires, invisibles à nos sens et pourtant déterminantes pour la structure de la réalité. Ces dimensions cachées constituent l'un des concepts les plus audacieux de la pensée contemporaine. Elles offrent une explication possible à certaines anomalies et ouvrent la perspective d'un cosmos beaucoup plus riche que ce que nous imaginons. L'idée de dimension supplémentaire n'est pas née par hasard. Elle découle du constat que nos théories actuelles, aussi puissantes soient-elles, laissent des questions sans réponse. Pourquoi certaines forces semblent-elles si différentes dans leur intensité ? Pourquoi l'univers contient-il de la matière noire et de l'énergie noire, invisibles et pourtant essentielles, en postulant des dimensions profondément notre conception du vide, car si l'espace est rempli de dimensions cachées, il n'est jamais un néant, mais un tissu riche de structures invisibles. Les dimensions cachées permettent aussi d'envisager l'existence d'univers parallèles. Si la réalité comporte plus d'espace que ceux auxquels nous avons accès, il est possible que d'autres univers coexistent dans ces dimensions. Ces univers ne seraient pas nécessairement semblables aux nôtres. Ils pourraient obéir à d'autres lois, porter d'autres constantes, ou même abriter des formes d'organisation radicalement différentes. Cette perspective, aussi vertigineuse que spéculative, change notre regard sur le Big Bang, car au lieu de représenter la naissance absolue, il pourrait n'être que la manifestation d'un événement local, survenu dans un cadre plus vaste où coexistent d'autres réalités. Les dimensions cachées ne sont pas seulement un exercice d'imagination. Elles trouvent un écho dans certaines observations. La distribution de la matière noire, par exemple, pourrait être liée à des influences qui se propagent à travers ces dimensions invisibles. De même, certaines anomalies dans le rayonnement fossile ou dans la vitesse d'expansion de l'univers pourraient s'expliquer si notre cosmos interagit avec un espace plus large.
Même si ces hypothèses restent à confirmer, elles montrent que l'idée de dimension supplémentaire n'est pas détachée de la recherche empirique. Ces réflexions invitent à repenser la notion de frontière. Pour nous, le Big Bang constitue une limite, l'instant zéro au-delà duquel nous ne pouvons pas remonter. Mais si des dimensions cachées existent, alors cette limite pourrait être illusoire. Le commencement observable ne serait que l'émergence de notre univers à l'intérieur d'une réalité plus vaste. Autrement dit, ce que nous appelons avant le Big Bang pourrait encore exister, mais dans des dimensions qui nous échappent. Cela donnerait au néant un tout autre sens, non pas une absence, mais un ailleurs inaccessible. Les dimensions cachées interpellent aussi notre conception du temps. Si l'espace possède plus de dimensions que celles que nous percevons, peut-être que le temps lui-même n'est pas unique. Il pourrait y avoir des temporalités parallèles, s'écoulant différemment dans d'autres réalités. Dans cette perspective, le Big Bang ne marquerait pas le début de tout temps possible, mais seulement celui de notre ligne temporelle. D'autres temps auraient pu exister avant ou pourraient exister encore dans des dimensions qui échappent à notre perception. Ce concept bouleverse également la distinction entre le possible et l'impossible. Dans notre monde, certaines choses ne peuvent pas se produire parce que les lois de la physique les interdisent. Mais dans d'autres dimensions, où ces lois pourraient être différentes, d'autres formes d'organisation pourraient exister. Cela élargit radicalement notre horizon. L'univers ne serait pas une structure unique, mais une pluralité d'états, dont le nôtre n'est qu'une version. Ce constat remet en cause l'idée d'un univers privilégié et nous oblige à envisager que ce que nous appelons réalité n'était qu'une facette d'un ensemble plus vaste. Philosophiquement, les dimensions cachées révèlent une limite de notre perception. Nous croyons voir le monde tel qu'il est, mais nous n'en percevons qu'une partie. La réalité pourrait comporter des niveaux entiers que nous ne soupçonnons pas. Cette situation rappelle combien notre expérience est partielle et combien nos certitudes sont fragiles. Elle invite à l'humilité. Ce que nous prenons pour le tout pourrait n'être qu'une projection réduite d'un ordre plus riche. Pour la science, l'étude des dimensions cachées est un défi. Comment prouver l'existence de ce que nous ne pouvons pas voir? Comment détecter des espaces repliés ou des réalités parallèles? Les chercheurs explorent soit des pistes indirectes, cherchant des anomalies dans les expériences ou des écarts dans les lois connues. Mais la difficulté est immense. Chaque indice potentiel doit être scruté avec prudence, car il est facile de confondre une imperfection dans les mesures avec une véritable ouverture vers l'invisible. Pourtant, l'effort continue, car les récompenses possibles sont considérables. Découvrir une dimension cachée, ce serait réécrire notre conception même de l'univers. En fin de compte, les dimensions cachées ne sont pas seulement une hypothèse scientifique. Elles incarnent une manière de penser le mystère du commencement. Elles offrent une réponse possible à la question du rien. Si des dimensions invisibles existent, alors il n'y a jamais eu de néant absolu. Il y a toujours eu un cadre, un arrière-plan, une richesse dissimulée à nos sens. Le Big Bang ne serait pas une création ex nihilo, mais une émergence depuis ce tissu invisible. Et cette perspective mène à une interrogation vertigineuse. Si notre univers est né d'un espace plus large et multidimensionnel, qu'abritent dans ces dimensions cachées et jusqu'où s'étend ce réseau invisible qui pourrait relier des réalités bien plus vastes que la nôtre? Lorsque nous pensons au temps, nous l'imaginons comme une ligne continue, s'écoulant d'hier vers demain, sans jamais faillir. Notre expérience quotidienne nous donne l'impression que le temps est une donnée absolue, identique pour tous. Mais dès que l'on se penche sur les phénomènes cosmiques, cette certitude s'effondre. Le temps n'est pas un fleuve uniforme. Il peut ralentir, s'étirer, se contracter et même se courber sous l'influence de la gravité et de la vitesse. Ces distorsions temporelles ne sont pas de simples abstractions théoriques. Elles sont observées, mesurées et constituent un aspect fondamental de la structure de l'univers. Les premières preuves de cette plasticité du temps sont venues de l'observation des astres massifs. Lorsqu'une étoile ou un trou noir exerce une force gravitationnelle intense, il ne déforme pas seulement l'espace autour de lui, il altère aussi le rythme du temps. Plus un observateur se rapproche d'un champ gravitationnel puissant, plus son temps propre ralentit par rapport à celui d'un observateur éloigné. À l'échelle humaine, ces effets sont imperceptibles, mais dans les conditions extrêmes du cosmos, ils deviennent décisifs. Le temps, loin d'être une donnée fixe, est malléable. Ces distorsions temporelles bouleversent notre conception de l'avant-Big Bang.
Si le temps lui-même peut se dilater ou se contracter, que signifie alors l'instant initial? Était-ce vraiment un point unique ou bien un état où les notions de passé et de futur se confondaient entre? Peut-être que ce que nous appelons le début n'était pas une limite absolue, mais une transformation d'un temps déjà déformé au point de se replier sur lui-même. Dans cette perspective, l'avant et l'après deviennent des notions relatives, et la question de ce qui existait avant le Big Bang pourrait perdre son sens. Les distorsions temporelles ne se produisent pas seulement près des objets massifs. Elles apparaissent aussi lorsque l'on considère l'expansion de l'univers. À mesure que l'espace s'étend, la lumière émise dans le passé est étirée, ses longueurs d'onde s'allongent, et avec elle, c'est comme si le temps lui-même se dilatait. Ce décalage cosmique agit comme une mémoire vivante de l'évolution du temps à travers l'histoire du cosmos. En étudiant ces signaux, les chercheurs constatent que le temps de l'univers primitif ne s'écoulait pas comme le nôtre. Les secondes y avaient une valeur différente, car l'espace lui-même se transformait à un rythme fulgurant. Cette malléabilité nous oblige à envisager des scénarios audacieux. Certains théoriciens proposent que le temps pourrait se plier sur lui-même, formant des boucles où le passé et le futur se rejoignent. D'autres imaginent des univers où le temps pourrait s'écouler dans une direction opposée, ou même se ramifier comme un arbre, donnant naissance à plusieurs lignes temporelles. Ces hypothèses, aussi surprenantes soient-elles, trouvent une motivation dans les limites de nos modèles actuels. Car si l'univers observable ne suffit pas à expliquer certaines anomalies, il est possible que la clé se trouve dans une conception plus souple du temps. Les distorsions temporelles posent aussi une question cruciale. Le temps est-il une réalité fondamentale ou une émergence? Si le temps n'est pas un cadre absolu mais une conséquence des interactions entre énergie et espace, alors il n'a peut-être pas existé avant le Big Bang. Dans ce cas, l'univers n'aurait pas commencé dans le temps. Il aurait produit le temps en même temps que l'espace et la matière. Ce scénario transforme la question du néant. Car si le temps n'existait pas encore, parler d'un avant perd toute signification. Le vide avant le Big Bang serait donc non seulement un espace absent, mais aussi une absence de temporalité. Pourtant, cette idée suscite une difficulté conceptuelle. Comment imaginer un état sans temps alors que notre pensée elle-même est structurée par la succession? Notre langage se fonde sur le passé, le présent et le futur. Sortir de ce cadre demande un effort qui dépasse l'intuition. Les distorsions temporelles, en révélant la malléabilité du temps, ouvrent une brèche dans notre perception, mais elles laissent aussi une sensation de vertige. Nous comprenons que le temps n'est pas absolu, mais nous peinons à penser ce qu'il pourrait être en dehors de son écoulement. Les distorsions temporelles trouvent aussi un écho dans les trous noirs. À l'approche de leur horizon, le temps pour un observateur extérieur semble s'arrêter. L'objet qui tombe paraît figé, comme suspendu à jamais. Mais pour celui qui franchit cette frontière, le temps continue de s'écouler normalement. Ce paradoxe illustre la relativité radicale du temps. Deux observateurs vivant le même événement peuvent avoir des expériences temporelles totalement différentes. Cette dualité renforce l'idée que le temps n'est pas une réalité universelle, mais une expérience locale. Ces constatations renvoient à une interrogation se plier ou se dilater. Il est possible que des signatures de ces déformations soient restées inscrites dans la trame cosmique. Elles seraient invisibles à nos sens, mais détectables à travers des anomalies dans le rayonnement fossile ou dans la distribution des structures à grande échelle. Dans ce cas, la mémoire de l'avant ne serait pas totalement effacée, mais cryptée dans les plis du temps. En fin de compte, les distorsions temporelles nous rappellent que le temps tolu n'est pas une donnée immuable, mais une variable qui dépend des conditions de l'univers. Elles montrent que le commencement n'est pas une frontière nette, mais une transition complexe où le temps lui-même a pris naissance. Cette prise de conscience bouleverse la question initiale. Si le temps peut se plier, s'arrêter ou se démultiplier, qu'est-ce que cela signifie vraiment de parler d'un début? Peut-être que le Big Bang n'était pas un point de départ, mais une inflexion, un changement d'état du temps lui-même. Alors la question demeure plus ouverte que jamais. Si le temps peut se distordre et se transformer, ne serait-il pas possible que notre univers soit né d'un autre rythme temporel et que ce que nous appelons rien soit en réalité une autre forme de temps, invisible et inaccessible à notre expérience actuelle? À mesure que la science tente de percer les mystères des origines de l'univers, un constat revient sans cesse. Les particules que nous connaissons, celles qui composent les atomes, la lumière et la matière ordinaire, ne suffisent pas à expliquer l'ensemble du cosmos.
le tableau semble incomplet, comme s'il manquait des pièces essentielles à la construction. C'est ainsi qu'est née l'idée de particules exotiques, des entités hypothétiques ou encore à peine détectées, capables de combler les lacunes de nos modèles et de révéler un pan caché de la réalité. Leur étude est directement liée à la question du rien, car si de telles particules existent, cela signifie que même l'espace que nous croyons vide, 4000 de présences invisibles. L'idée de particules exotiques n'est pas un simple ajout théorique. Elle s'impose parce que les observations contredisent nos modèles. La rotation des galaxies, la cohérence des amas ou l'accélération de l'expansion de l'univers ne peuvent pas être expliquées uniquement avec les particules connues. Il faut invoquer autre chose, un monde de particules encore inconnues qui exercerait son influence discrètement mais puissamment. Ces particules ne brillant pas, ne reflètent pas la lumière et interagissent à peine avec la matière visible. Elles seraient invisibles, mais présentes partout, traversant nos corps et la Terre sans que nous en ayons conscience. Parmi les candidates les plus évoquées figurent les particules supposées constituer la matière noire. Si elles existent, elles formeraient une mer invisible qui remplit le cosmos et dont les galaxies ne seraient que les îlots lumineux. Leur découverte représenterait une révolution comparable à celle de l'atome ou de l'électron, car elle transformerait radicalement notre vision de l'univers. Mais malgré des décennies de recherche, leur détection reste insaisissable. Cette absence de confirmation directe entretient un mystère qui alimente à la fois la prudence et l'imagination scientifique. Il existe aussi l'hypothèse de particules encore plus étranges, capables de traverser les barrières conceptuelles actuelles. Certaines idées avancent que des particules exotiques pourraient être liées à des dimensions cachées, se manifestant dans notre monde uniquement par des effets gravitationnels. D'autres suggèrent qu'elles pourraient être des vestiges d'un état antérieur de l'univers, des reliques du temps primordial qui auraient survécu à l'explosion initiale. Dans ce cas, ces particules seraient les messagères de l'avant-Big Bang, transportant en elles la mémoire d'un passé plus ancien que l'univers observable. Les particules exotiques posent aussi la question de l'énergie. Certaines théories proposent l'existence de particules associées à une forme d'énergie du vide, capable de produire une pression cosmique qui expliquerait l'accélération de l'expansion de l'univers. Cette énergie invisible, parfois appelée énergie sombre, représenterait la majorité du contenu cosmique. Si elle est bien constituée de particules encore inconnues, cela signifie que le rien de l'espace n'est pas vide, mais saturé de forces invisibles. Le néant devient alors une illusion, masquant une activité constante que nous commençons seulement à soupçonner. Et les expériences de détection poursuivent inlassablement leur quête. Dans des laboratoires souterrains, protégés des interférences terrestres, des détecteurs ultrasensibles tentent de capter l'empreinte d'une particule exotique. Jusqu'à présent, aucun résultat décisif n'a été obtenu. Mais chaque tentative resserre le filet, élimine des hypothèses et nous rapproche peut-être d'une découverte majeure. Le simple fait que la recherche se poursuive malgré les difficultés témoigne de l'importance de l'enjeu. Car comprendre ces particules, c'est comprendre la part invisible de la réalité. Il faut souligner que les particules exotiques ne concernent pas seulement les grands espaces du cosmos. Elles pourraient être présentes tout autour de nous, passant à travers la matière ordinaire en permanence. Cela transforme notre conception de la réalité quotidienne. Nous vivons peut-être immergés dans un océan invisible, ignorant les flux de particules qui traversent nos corps et nos environnements. Cette prise de conscience remet en cause notre rapport au monde. Ce que nous percevons comme solide et stable n'est qu'une fraction d'un univers bien plus riche. L'hypothèse des particules exotiques ouvre aussi une porte philosophique. Si l'univers est rempli de présences invisibles que nous n'avons pas encore identifiées, alors notre vision actuelle est profondément incomplète. Ce que nous appelons réalité est une réduction, une approximation. L'avant-Big Bang pourrait avoir laissé des traces sous forme de ces particules, survivantes silencieuses d'un état plus ancien. Dans ce cas, la frontière entre l'avant et l'après se brouille. Le passé n'est pas totalement effacé, il subsiste sous des formes que nous n'avons pas encore apprises à reconnaître. En cherchant ces particules, nous cherchons en réalité à résoudre une contradiction plus vaste. Comment expliquer que l'univers soit à la fois si stable et si mystérieux ? Comment comprendre que des forces invisibles dictent son évolution alors que nous ne les percevons pas directement ? Les particules exotiques sont une réponse possible, mais elles posent aussi la question de savoir si nous avons les outils intellectuels et techniques pour les saisir.
Peut-être qu'elles ne pourront être détectées qu'avec une nouvelle approche, une manière de penser et d'observer différente de tout ce que nous avons connu jusqu'à présent. Ces réflexions ramènent à la question initiale. Qu'est-ce que le rien? Si l'espace est rempli de particules invisibles, si le vide est un champ d'activité, alors le néant absolu n'a jamais existé. L'univers que nous connaissons est né d'un état déjà plein, saturé de potentialités. Les particules exotiques seraient la preuve tangible que même dans l'absence apparente, il y a une présence. Elles sont la matérialisation du paradoxe selon lequel le vide n'est jamais vide. En fin de compte, l'idée de particules exotiques nous invite à élargir notre regard. Elle nous rappelle que la réalité ne se limite pas à ce que nous voyons, mais qu'elle s'étend bien au-delà dans des couches invisibles que nous commençons seulement à soupçonner. Leur étude ne concerne pas seulement la physique des particules ou la cosmologie, mais notre conception même de l'existence. Car si ces entités existent, alors nous devons admettre que ce que nous appelons vide est en réalité un monde foisonnant, et que ce que nous appelons commencement n'est peut-être qu'une transformation d'un état encore plus profond. La question demeure alors suspendue et vertigineuse. Si ces particules exotiques sont bien les vestiges d'un état antérieur, que nous disent-elles réellement de ce qui précéda le Big Bang, et pourraient-elles être la clé pour comprendre enfin ce que signifiait le rien? Depuis les premiers balbutiements de la cosmologie moderne, la question de l'origine de l'univers a été abordée sous l'angle de la physique et de l'astronomie. Mais à mesure que les observations s'affinent et que les mystères persistent, une hypothèse plus audacieuse, souvent reléguée à la frontière entre science et spéculation, a commencé à émerger. Et si certaines signatures que nous détectons dans le cosmos n'étaient pas naturelles mais artificielles? Cette idée, encore marginale, consiste à envisager que l'univers ou certains de ses aspects portent les traces d'une intervention intentionnelle, non pas humaine bien sûr, mais potentiellement issue d'intelligence extérieure ou d'un ordre plus profond que nous ne comprenons pas encore. L'hypothèse des origines artificielles ne naît pas de l'imagination seule. Elle trouve ses racines dans des anomalies persistantes. Certaines régularités observées dans le cosmos, certaines coïncidences entre les constantes physiques ou encore la précision des conditions nécessaires à l'apparition d'un univers stable semblent à première vue improbables. Les chercheurs parlent parfois de réglages fins. Les valeurs de certaines forces, la proportion entre les composants de l'univers ou la manière dont la matière et l'énergie se sont distribuées donnent l'impression d'une justesse extraordinaire. Si ces paramètres avaient été légèrement différents, l'univers n'aurait pas pu se développer de manière à permettre la formation des galaxies, des étoiles et encore moins de la vie. Face à ce constat, plusieurs attitudes sont possibles. La première est de considérer que cette apparente précision n'est qu'un hasard, une conséquence statistique d'un processus que nous ne comprenons pas encore. Mais une autre approche, plus audacieuse, consiste à envisager que ce réglage n'est pas accidentel. Peut-être qu'il résulte d'un ordre sous-jacent, ou même d'une intention. C'est ici qu'un hasard, mais des lignes de code inscrites dans une réalité plus vaste. D'autres envisagent que l'univers pourrait avoir été ensemencé. Cette idée, appelée parfois panspermie cosmologique appliquée à une échelle plus large, suppose qu'une intelligence avancée aurait pu déclencher ou influencer les conditions initiales du cosmos. Dans ce cas, le Big Bang ne serait pas un événement purement naturel, mais le résultat d'un processus intentionnel. Cette hypothèse est spéculative, mais elle soulève une question intéressante. Si nous-mêmes, une civilisation encore jeune, commençons déjà à envisager de créer des univers virtuels dans nos ordinateurs, que pourraient en faire des intelligences ayant des milliards d'années d'avance sur nous? Les origines artificielles trouvent aussi un écho dans certaines recherches sur les signaux cosmiques. Les sursauts sur radio rapides, par exemple, intriguent par leur intensité et parfois par leur régularité. Bien que la majorité des scientifiques privilégient des explications naturelles, certains n'excluent pas totalement qu'il puisse s'agir de manifestations artificielles. Car si une civilisation voulait communiquer ou laisser une trace à travers l'univers, elle pourrait utiliser des signaux énergétiques détectables sur des distances colossales. De tels indices, même hypothétiques, rappellent là que nous ne pouvons pas écarter l'idée que l'univers contient des messages que nous n'avons pas encore appris à lire. Philosophiquement, cette hypothèse transforme la question du rien. Si l'univers est artificiel ou programmé, alors le néant absolu n'a jamais existé. Derrière le Big Bang se tiendrait une réalité plus vaste, un espace d'où serait née la décision ou le processus de créer un univers.
Ce cadre pourrait être habité par d'autres formes d'existence, doté d'une compréhension et d'une maîtrise de la réalité qui dépasse tout ce que nous pouvons concevoir. Le vide, dans ce cas, ne serait qu'une apparence, le décor d'une expérience plus grande. Cependant, il faut aussi reconnaître les limites de cette hypothèse. Elle est difficile à tester. Les indices que nous pourrions interpréter comme artificiels peuvent souvent recevoir des explications naturelles. La science doit rester prudente pour ne pas projeter nos propres catégories sur le cosmos. Pourtant, cette prudence ne doit pas nous empêcher d'envisager la possibilité. Car l'histoire de la science a montré que des idées audacieuses, d'abord rejetées, se sont parfois révélées fondamentales. Les origines artificielles posent aussi une question de perspective. Si nous découvrions un jour que notre univers a été conçu ou influencé, cela ne réduirait pas sa valeur, mais transformerait notre rapport à lui. Nous ne serions plus seulement des observateurs du hasard, mais des habitants d'un ordre plus vaste. Cette idée peut être vertigineuse, mais elle rejoint finalement le même constat que celui des autres hypothèses. Le vide n'existe pas. Même derrière ce que nous appelons commencement, il y a une structure, une logique, voire une intention. En fin de compte, l'hypothèse des origines artificielles ne cherche pas à donner une réponse définitive. Elle sert surtout à rappeler que la question de l'avant-Big Bang ne peut être enfermée dans une seule approche. Elle ouvre la possibilité que l'univers soit non seulement un phénomène naturel, mais aussi une œuvre, un projet ou un code. Même si cette vision reste spéculative, elle nous force à regarder plus loin, à admettre que notre univers pourrait être un chapitre dans une histoire écrite à une échelle qui dépasse notre imagination. Et si tel est le cas, une question plus profonde encore s'impose. Si notre univers a été conçu ou influencé, que se trouve-t-il dans la réalité plus vaste où cette décision a été prise, et qu'est-ce que cela révèle vraiment du rien que nous pensions exister avant le Big Bang ?